Ophélia et compagnie, une enquête de Serge Vourgan par Gustave Grillard. Chapitre 1er. Le journal de la femme, journal bi-hebdomadaire de la mode et des revendications féminines, reçut ce jour-là dans le service de son petit courrier ceci à insérer: Papillon rose peut revenir, gros rat noir n'a rien vu. Cette annonce, mon Dieu, n'était en somme ni plus bête ni moins bête que presque toutes celles que 2 fois par semaine inséraient sur plus de 3 grandes colonnes la rubrique de la correspondance. Et il est probable que mademoiselle Agnès, la préposée à la réception de ces textes, n'eût certes pas touché discrètement le pied de mademoiselle Suzanne, qui de l'autre côté de la même table s'occupait du service des abonnements et des changements d'adresse, et ne l'eût pas fait passer, sous couleur de contrôler le nombre des caractères, le texte sous les yeux, n'était la physionomie du client qui se présentait derrière le comptoir. Cette physionomie donnait une saveur particulière au libellé de l'annonce. C'était une vraie face de hibou lugubre, avec des yeux ronds, un nez crochu et des oreilles pointues, mais une face de hibou à laquelle on aurait ajouté, pour l'agrémenter d'un peu de fantaisie, un menton à enfoncer des portes. Sans mot dire, il paya le tarif de l'insertion et repartit, suivi du coin de l'œil par les 2 employés égayés. Exercés par leur métier dans l'art de déchiffrer les énigmes, le seul déchiffrage des invraisemblables abréviations des mots du petit courrier les avait rompus à cela. Elles n'eurent pas de peine à imaginer que l'usager actuel du petit courrier, gros rat noir, un assez curieux petit surnom d'alcôve, devait, dans cette ligne suppliante adressée aux 4 coins de Paris, rappeler éperdument à lui la folle petite amie, Papillon rose, qui, très probablement, avait dû se faire fâcheusement pincer par lui en pleine Fredenne, et lui promettait, pour se faire pardonner son intempestive survenue, d'être celui qui n'a rien vu. Cela, en somme, était fort normal et assez fréquent pour n'étonner en aucune façon les 2 jeunes psychologues. On en voit de si drôles dans le métier des petites annonces. Il est à croire, cependant, que Papillon rose ne devait pas avoir les antennes sensibles, ou devait avoir les ailes capricieuses, car dans le numéro suivant, le même personnage reparut, avec cette fois un texte plus insistant, et aussi quelque peu effarant pour les 2 petites employées fortement intriguées. Il y avait ceci: Petite fleur bleue supplie instamment Papillon rose revenir. Gros rat noir ignore tout. Pour apaiser mortelle angoisse, donnez T de S réponse dans ce même journal. Oh bah, voilà qui commence à ne plus être très compréhensible. 3 personnages à présent, petite fleur bleue. Oh bah, qui ça, petite fleur bleue? L'imagination en zigzag des jeunes dactylos se prit à battre les zones les plus extravagantes de l'abracadabrant mystère. 2 jours plus tard, voilà que, sinon la clé, du moins un des éléments de cette ébouriffante énigme se révéla. Il apparut sous les espèces de Papillon rose lui-même, en chair et en os, et se présentait sous une forme assez inattendue. Papillon rose pouvait avoir 5 pieds 6 pouces de hauteur. C'était un jeune homme si on veut. Il était très blond, correctement vêtu. Il n'était ni bien ni mal, mais enfin, mon Dieu, à tout prendre, plutôt bien que mal, avec des yeux gris clairs et une petite moustache coupée court, si blonde qu'il fallait la voir de près pour constater son existence. Telle quelle, M. Papillon rose apportait une réponse au petit courrier. Elle était ainsi libellée: Papillon rose reviendra, et signa l'habituel à la fenêtre. Et allez donc, c'était clair cela, mais gros rat noir alors. Il était donc non seulement consentant à n'avoir rien vu, mais encore apportait lui-même les insertions. Pour s'y habituer que l'on soit en voir de vertes dans les petites correspondances, ceci, ma foi, dépassait la mesure de toutes les mesures de l'invraisemblable. Les 2 dactylos, après le départ de Papillon rose, s'entre-regardèrent effarés. Alors, résuma éloquemment dans ce simple mot mademoiselle Agnès, tandis que mademoiselle Suzanne, secouée d'une douce gaieté, pouffait dans son mouchoir. Alors, ma petite, je te souhaite un mari comme ça. Merci bien, garde-le pour toi, déclina mademoiselle Agnès en se prenant à rire aussi. Elles furent arrachées soudain à leur hilarité par une sorte de tumulte qui avait lieu dans la rue, juste au-dessous de leur fenêtre. Que se passait-il donc en bas? Elles coururent regarder. Oh, fit l'une, saisie. Une foule émue et grossissante entourait un homme qui était étendu sur le trottoir. Mais, s'écria l'autre, en se penchant à la fenêtre pour regarder plus attentivement.
c'est le monsieur qui sort d'ici. Papillon rose? Lui-même? Mais oui, c'est lui. C'était bien, en effet, le grand jeune homme blond de l'insertion. Il gisait, inanimé, sur le trottoir, sur le côté gauche de sa cravate. Le plastron de sa chemise était taché de sang. Un agent accourait, fendant la foule, et se penchait au-dessus de l'homme étendu. Autour, les spectateurs paraissaient atterrés. « Je vais voir !» s'écria mademoiselle Suzanne, en quittant vivement la fenêtre et en disparaissant dans l'escalier. Mademoiselle Agnès, de la fenêtre, vit l'agent porter un sifflet à ses lèvres pour appeler des collègues. Puis, il héla et réquisitionna un taxi vide qui passait. On y installa le corps inanimé, dont la tête ballottait sur une épaule, puis le taxi démarra et disparut. 2 autres agents qui étaient là essayaient de recueillir des renseignements que personne ne semblait pouvoir fournir sur ce drame rapide. Mademoiselle Suzanne, à ce moment, remonta précipitamment auprès de sa camarade. « Eh bien, ma petite, » annonça-t-elle toute pâle, « il est mort, mort sur le coup, un coup de couteau, imagine-toi, en plein cœur. On ne sait pas de qui, personne n'a rien vu. Ça alors !» Les 2 jeunes employés aux petites correspondances s'entre-regardèrent. La sombre figure de gros rat noir vint se préciser tragiquement devant leur commune pensée. Elle commençait à deviner, certes, le mystère dramatique de ces petites insertions, un piège qui avait été tendu par un jaloux à son rival. Madame Ophélia est arrivée, s'enquit mademoiselle Agnès. Je crois qu'elle est dans son bureau. Il faut l'aviser. Dans son élégant bureau de patronne, madame Ophélia Desifs, directrice du Phare de la Femme et apôtre véhément des ultimes revendications du féminisme intégral, une impressionnante face bourbonienne assise sur un imposant triple menton comme un œuf sur un coquetier, tourna vers son employé l'éclat scintillant de son monocle et écouta l'histoire en allumant un petit cigare. « Et alors ?» conclut-elle en soufflant son briquet d'or dans une lippe à la Louis-Philippe. « Ne pensez-vous pas, madame, qu'il serait bon d'aviser le commissaire de police de ce détail utile ?» L'auguste monocle vira de nouveau, mais cette fois avec un petit éclat fulgurant. « Dégoisez ça au quart d'œil, vous n'êtes pas piqué. Après les embêtements que nous a fait dernièrement déguster notre petite correspondance, avec ces 2 satyres qui cherchaient âme sœur parmi des lycéennes et cet escroc au mariage qui faisait avec exagération de la dévastation parmi les vieilles sentimentales comme émules de Landru, merci bien. Pas la peine de mettre par-dessus le marché cette nouvelle histoire en avant. Faut laisser ça, ma petite. Encore heureux que ces 2 hystériques se soient trucidés sur le trottoir et ne se soient pas donné des coups de couteau dans votre bureau. Mais, sacrebleu !» Soudainement pensive, madame Ophélia, qui secouait au-dessus d'un cendrier de jade la cendre de son cigare, garda un instant en l'air son index adorné d'un cachet héraldique où était gravé un cœur et un flambeau. « Mais j'y songe, se ravisa-t-elle. On va certainement trouver le reçu de l'insertion dans la poche de ce phénomène. Bougre. Alors, mon vieux, ça perd l'hypopète. Allez spontanément au-devant de l'enquête qu'on viendra nécessairement faire ici. Vous avez raison, mon petit. Demandez-moi le commissariat et apportez-moi le libellé de cette insertion. » Elle eut une petite lippe soucieuse, puis un geste désinvolte. « Après tout, » reprit-elle en hochant la tête, « pas mauvais du tout comme réclame pour mes petites annonces, ça. Et puis ça peut donner pour mon journal un petit roman vécu, qui serait plein de picotements, papillons roses, gros rats noirs, et l'énigmatique petite fleur bleue, mais il y a de l'excellent frisson là-dedans. » Chapitre 2. Serge Vourgan, inspecteur principal à la police judiciaire, était profondément songeur, l'esprit accaparé par ce meurtre singulier, dont l'auteur était resté jusqu'ici inconnu. Dans cette étrange affaire, où paraissaient se chercher ou se fuir des gens qui se masquaient sous des pseudonymes et qui correspondaient par des voies détournées, l'identité de la victime qui avait pu être établie lui donnait quelque peu à penser. À ce moment, son brigadier Pointillon pénétra dans son bureau. « Eh bien, s'enquit Vourgan, ces personnes sont là, elles sont là, chef. » D'un signe de tête, Vourgan invita le brigadier à les introduire près de lui. La directrice du Phare de la Femme, suivie de sa préposée aux petites correspondances, fit son entrée, le monocle haut et son triple manteau employé. Dans le fauteuil que lui désigna le policier, madame Ophélia Desifs prit sa pose la plus hiératique et son air le plus éthéré. Vourgan la regarda une seconde curieusement, puis, s'adressant à mademoiselle Agnès,
un peu moins assuré d'allure que son impressionnante patronne. « C'est bien, n'est-ce pas, mademoiselle, fit-il tout d'abord préciser, la même personne qui est venue dans votre bureau apporter une insertion sous le pseudonyme de Papillon Rose que vous avez reconnu dans le cadavre qu'on vous a fait boire. »« Exactement la même, oui, monsieur, j'en suis certaine, et ma camarade de bureau l'a formellement reconnue aussi. »« Fort bien, mademoiselle. Et le signalement de l'homme qui a fait au préalable ces 2 premières insertions, pouvez-vous le préciser ? » ?»« Certes, monsieur. Il est assez particulièrement remarquable et aisé à reconnaître, même lorsqu'on ne l'a vu qu'une seule fois. Une vraie tête de hibou, yeux ronds, nez crochu. »« Ah » fit soudainement intéressé le policier en réprimant un léger tressaillement. « Avec en plus, n'est-ce pas, un menton saillant ? C'est cela. Un léger accent étranger ? Je n'ai pas eu l'occasion d'entendre, dans les 2 fois qu'il est venu, le son de sa voix. Évidemment, il a eu soin, pardieu, de ne pas faire ressortir cet autre détail signalétique. Pour le nom sous lequel devait être établi le reçu, il s'est borné à me mettre simplement sous les yeux une carte. Oui, je vois, sur cette pièce. Véteuil. Le nom ne signifie rien. Il n'aurait pas été assez naïf pour donner le véritable, cela va de soi. Quant au libellé de l'annonce, il est, je vois également, tapé à la machine à écrire. Autre précaution, qui va aussi de soi. Quant à ce que vous avez pu voir de la fenêtre, rien de particulier, n'est-ce pas, comme vous l'avez déclaré au commissariat de police ? Rien, monsieur. Lorsque nous avons, attirés par la rumeur, ouvert la fenêtre pour voir ce qui se passait dans la rue, le cadavre gisait déjà sur le trottoir, entouré de la foule. Le crime était déjà commis. Mon témoignage, en somme, est à peu près blanc. Sauf, toutefois, rectifia le policier, le signalement du meurtrier probable et ces 3 annonces. Important pour vous ces renseignements, monsieur ? S'enquit avec un aimable intérêt madame Ophélie Adhésif. Mon Dieu, madame, répondit évasivement Bourgan, tout est intéressant dans des recherches. Et quelle passionnante recherche ? Du roman de première qualité, hein ? De l'amour et de la folie. Ô amour, que de crimes on commet en ton nom. 2 hommes, une femme, un couteau qui brille, du sang sur le pavé. Ouais. C'est picotant, picotant. J'ose espérer, monsieur, que vous me tiendrez au courant des détails pour mon journal. Cela va de soi. Agréez, mesdames, mes remerciements et mes civilités. Ayant courtoisement reconduit ces dames jusqu'à la porte de son bureau, Bourgan, resté seul avec son brigadier Pointillon, revint s'asseoir devant sa table et reprit le cours de ses réflexions. Dans cette étrange affaire, où paraissaient se chercher d'une part et s'éviter de l'autre des gens qui se masquaient sous des noms conventionnels et qui correspondaient par des voies détournées, l'identité de la victime, qui avait pu être établie, avons-nous dit, lui donnait assez à penser. Ce drame lui semblait dépasser de beaucoup son simple premier aspect d'histoire banalement passionnelle, surtout depuis qu'il avait recueilli le signalement du meurtrier probable. Il s'agissait comme victime d'un certain Palovitz Rosen, assez peu fait pour jouer un rôle de cette sorte dans un fait divers d'amour. Cet homme n'était pas un inconnu pour lui, ni pour le 2e bureau militaire. Réfugié russe, ou du moins noté comme tel, il jouait de la balalaïka en costume de cosaque du Don dans un cabaret russe de Montmartre. On avait malheureusement pu jusqu'ici connaître son domicile exact, sinon celui d'une chambre d'hôtel meublée dont il était locataire rue Le Pic, et où il ne venait coucher d'ailleurs que d'une façon assez irrégulière. Le personnel de l'hôtel lui supposait une liaison qu'il n'affichait pas, ce qui expliquait ses fréquentes absences. En réalité, il devait avoir quelque part un domicile inconnu et qui devait être le vrai, le bon. Quant à celui qui l'avait frappé, c'était, d'après le signalement assez caractéristique, un certain Groned Sragovski, sur lequel également le 2e bureau militaire avait l'œil. Il habitait aussi le même hôtel que Palovitz. Pourquoi Sragovski, qui connaissait sa victime, n'avait-il pas frappé ce Palovitz à l'hôtel même qu'ils habitaient tous deux, ou à la sortie de l'établissement où il le savait attaché ? C'est que, très probablement, ce dernier, à la suite de quelque événement connu seulement des 2 hommes, avait dû disparaître, puisque son adversaire, afin de le retrouver, avait dû ruser et l'attirer dans ce guet-apens pour exercer sa vengeance. Il fallait admettre, en outre, que ce système particulier de correspondance par le petit courrier du phare de la femme devait être en usage courant chez eux, puisqu'ils s'en étaient servis spontanément et à coup sûr. Ceci, fort intéressant, était à examiner avec une particulière attention dans la collection de ce journal.
Par surcroît, dans ces insertions que Vorgan avait sous les yeux, il n'avait pas été sans constater que Papillon Rose fournissait de façon frappante les mêmes premières syllabes que Palowitz-Rosen et Gros Rat Noir, les mêmes aussi que Gronetz-Ragowski. Quel autre acolyte pouvait désigner Petite Fleur Bleue en se référant de la même probable façon aux 2 premières syllabes des mots? En tout cas, on verrait bien. Il fallait tout d'abord mettre discrètement le grappin sur ce Ragowski. Celui-ci, très vraisemblablement, ne devait pas se croire démasqué. On le apprit donc facilement à son domicile de la rue Le Pic, qu'il n'avait en l'occurrence aucune raison de fuir, ne se sentant pas en danger. Le principal était dans cette affaire de cueillir l'Olybrius doucement, d'opérer sans bruit, pour ne pas mettre la puce à l'oreille de complices sur le qui-vive, en étouffant l'arrestation sous un prétexte de vérification de permis de séjour ou autre. « Allons-y, » dit Vorgan à Pointillon. « Prends un de tes inspecteurs avec nous. On va tâcher d'avoir l'oiseau au nid. » Chapitre 3e. Une dizaine de minutes plus tard, les 3 policiers arrivaient à la rue Le Pic, au bas de laquelle Vorgan arrêtait sa voiture. « Tu connais déjà le paroissien, n'est-ce pas ?» dit Vorgan au brigadier. « Ah, certes !» ricana Pointillon dans sa grosse moustache. « C'est moi-même qui avais charge de surveiller ses faits et gestes, dans le couplant des renseignements sur les gares régulatrices, où on n'a d'ailleurs rien pu découvrir. »« Ah, si je le connais. 3e étage, chambre 29. La chambre voisine est celle où couche le garçon d'hôtel. L'endroit est bon pour observer le client. Le patron de l'hôtel, un homme à nous, chef. Je l'ai au doigt et à l'œil, depuis certaines histoires en suspens qu'il a avec la police. Tout est franc pour nous là-dedans. Vous pourrez, avec l'inspecteur, vous installer sans craindre d'être subrepticement signalé, dans ce réduit où couche le garçon, pendant que j'opérerai en douce à la porte d'à côté. Et du doigté, n'est-ce pas? Fais-le simplement descendre avec toi. Nous le coffrerons au bas de la rue, près de la voiture, où on l'embarquera. Compris, chef. Les 3 policiers gagnèrent à pied l'hôtel de l'Helvétie et des Rois Mages, où logeait l'homme. Dans le bureau de l'hôtel, le patron, reconnaissant Pointillon et devinant sans peine la personnalité de ses 2 compagnons, les accueillit avec une discrétion nuancée de déférence. Il leur déclara que son locataire était précisément chez lui en ce moment, puis, ayant pris soin d'envoyer le garçon de service faire une course, il conduisit lui-même, sur l'invitation du brigadier, les 3 visiteurs au 3e étage, où, d'un simple geste, il leur désigna la petite pièce qui servait de chambre au garçon. La porte de ce réduit, qui était entr'ouverte, était, comme l'avait indiqué Pointillon, voisine de celle qui portait le numéro 29. La disposition des lieux était parfaite pour opérer selon les intentions de Vorgan, soit pour rester caché, soit pour intervenir sur le champ s'il y avait lieu. « Bah !» dit Vorgan au brigadier. Ils s'immobilisèrent soudain, attentifs. « Ah, ça !» Dans cette chambre voisine, occupée par celui à qui ils avaient affaire, se faisait entendre, leur semblait-il, quelque chose comme des gémissements assourdis. Ils écoutèrent. « Ah ça, que se passe-t-il donc là-dedans ?» souffla tout bas Pointillon, tendant son oreille contre lui. On eût dit des râles d'agonie. Que se passait-il en effet dans cette pièce? C'étaient bien des râles de mourants qui venaient jusqu'à eux dans le silence. « Oh oh !» fit Vorgan, en s'élançant d'un bond contre la porte de cette chambre qu'il ouvrit violemment. Les 4 hommes s'arrêtèrent, saisis, sur le seuil, frappés d'un spectacle inattendu. L'homme à la face de hibou, c'était bien lui, était là, étendu, tout vêtu sur son lit, le gilet défait, la cravate arrachée, le visage terreux et affreusement convulsé, les mains crispées sur son estomac, le corps secoué par de petits soubresauts. « Tonnerre !» gronda sourdement Pointillon, les sourcils plissés. « On lui a fait son affaire. » Vorgan s'était élancé vers le lit. « Qu'est-ce ? Qu'est-ce » s'enquit-il ardemment en se penchant au-dessus de l'homme. Celui-ci fit virer vers lui des prunelles déjà vitreuses. Il râlait encore faiblement. « Qu'est-ce ? Que s'est-il passé ?» insista Vorgan, essayant de se faire entendre du mourant. Ragowski eut 2 ou 3 petits hoquets qui agitèrent légèrement son énorme menton. Son souffle saccadé parvint à éjecter au-delà de ses lèvres des mots entrecoupés et faibles que le policier, vivement attentif, s'efforça de distinguer. « Elle m'a fait tuer aussi », exhala-t-il avec effort dans une ultime contorsion de douleur. « Qui ça ? Qui ça ?»
interrogea avidement Bourgan, l'oreille penchée sur cette faible voix déjà lointaine. Une lueur de haine s'alluma un court instant comme une flambée de brindilles dans les yeux vitreux et fixes du moribond. Quelques râles ténus montèrent de sa gorge. Là, oh, oh. Son souffle se figea sur ses lèvres tordues. Il était mort. Trop tard, murmura Bourgan avec dépit. Le nom que j'attendais n'a plus le temps de sortir. Il l'emporte avec lui chez le diable. Des taches livides commençaient à marbrer la face terreuse du mort. Évidemment, se dit le policier, le poison. Il promena son regard autour de lui. Sur une table se trouvaient les reliefs d'un petit déjeuner à peine entamé. Une théière, froide, pleine, à côté d'une tasse qui n'avait pas encore servi. Des oranges qui n'avaient pas été touchées. 2 assiettes, l'une contenant des tranches de jambon intactes, l'autre un petit pot de caviar ouvert et à demi vide. C'est avec ce caviar, évidemment, que Ragowski avait été empoisonné. Un insidieux petit cadeau aimable qui lui avait été fait vraisemblablement par celle qui avait voulu se débarrasser de lui. Une femme, dont le nom, qu'il n'avait eu ni le temps ni la force de prononcer complètement, commençait par « O ». L'hôtelier, interrogé, déclara que personne à son insu n'était venu voir ce matin-là son locataire, ni d'autres jours, d'ailleurs. Ragowski ne recevait aucune visite. Et chose curieuse, Palovitz, qui habitait la chambre 33, et lui ne paraissait pas se connaître. Ce détail ne parut pas surprendre outre mesure le policier. Les 2 hommes devaient par prudence affecter cette attitude. Bourgan mit le petit pot de côté pour l'emporter, afin de faire analyser ce qui restait encore de caviar, puis se livra à une minutieuse et vaine perquisition. Rien d'intéressant, il s'y attendait d'ailleurs, ne se révéla dans les papiers qu'il trouva. De simples lettres, banales semblait-il au premier abord, mais qu'il eut soin de mettre également de côté pour les examiner en détail plus attentivement. Ce n'est évidemment pas dans la chambre d'hôtel meublée de Ragowski, qui paraissait n'être d'ailleurs qu'un subalterne, que pouvaient se trouver des choses ayant une importance quelconque. La seule trouvaille digne d'attention fut, outre un pistolet Mauser de gros calibre, modèle de l'armée allemande, un fourre couteau à cran d'arrêt, celui qui, très probablement, lui avait servi à frapper Palovitz-Rosen et dont la lame portait la marque de fabrique de Solingen. Tout, du reste, portait maladroitement des marques d'outre-Rhin, jusqu'au faux-col et au linge de corps qui portaient le nom et l'adresse d'un chemisier de Düsseldorf. Un doute sur la nationalité des 2 individus n'était guère possible. La chambre de Palovitz, à peu près vide, ne comptait qu'une malle, à peu près vide aussi, et quelques élémentaires objets de toilette qui devaient lui servir quand, par hasard, il couchait dans cet hôtel. Nul papier cela va sans dire. Détail assez symptomatique chez ces 2 hommes qui paraissaient ne pas se connaître, les faux-cols et le linge de corps de Palovitz portaient exactement comme ceux de Ragowski le nom et l'adresse du même chemisier de Düsseldorf. Bourgan quitta l'hôtel de la rue Le Pic, profondément absorbé. L'unique et précieux élément d'enquête supprimé avec ce Ragowski qu'on venait de faire disparaître, l'affaire devenait à présent singulièrement ténébreuse. Chapitre 4. L'affaire en effet devenait à présent singulièrement ténébreuse, se répétait songeusement Bourgan, en compulsant dans son bureau la collection des annonces du Phare de la Femme, pour y chercher d'autres traces possibles de ces personnages, qui avaient utilisé dernièrement ces pseudonymes dans le petit courrier, avec une telle certitude d'être lus dans ces colonnes par le correspondant auquel il s'adressait. Quelque autre annonce antérieure qu'il aurait pu relever là-dedans, avait-il espéré, aurait peut-être pu lui permettre de renouer le fil conducteur qui avait été coupé devant ses pas, presque sous son nez par l'exécution rapide de Ragowski. Pourquoi cette suppression si précipitée de gros rats noirs? Cette mort si brusque avait quelque chose d'étrange dans la circonstance. C'était presque se demander si vraiment celui ou celle qui avait si subitement supprimé Ragowski, juste à temps, ne le savait pas démasquer et n'avait pas vent que la police allait le saisir. Ceci à la réflexion pouvait paraître peu probable, et cependant la façon dont on l'avait si rapidement fait disparaître ne laissait pas de frapper le policier. Coïncidence? Possible après tout. Mais Bourgan, par principe, aimait assez à fouiller à fond les coïncidences. Dans l'examen attentif de cette collection d'annonces, rien ne s'était révélé sous les noms d'emprunts en question, ou sous des noms analogues. Mais il avait eu cependant l'occasion de relever certaines petites insertions qui avaient attiré son attention par leur anomalie, et dont le caractère frivole lui avait semblé n'être qu'une simple forme servant de masque à des choses d'une autre espèce.
Une, entre autres, avait notamment arrêté son attention pour diverses raisons. Esselé-O déçu cherche objet de ses espoirs secrets. Cette simple initiale O avait spontanément fixé son intérêt. N'était-elle pas le commencement du mot qui était sorti des lèvres du moribond quand il allait prononcer le nom que Vorgan attendait? En outre, dans cette bizarre annonce, qui semblait s'entourer d'idiotie, quelle pouvait donc être l'intention de ladite Esselé-O en proclamant cela, et à qui s'adressait donc cet esselé anonyme qui, contrairement aux autres usagères des petites annonces, ne donnait pas le moindre embryon d'adresse pour réponse. Et cependant, 2 semaines plus tard, Vorgan relevait sur la collection cette autre annonce, Esselé-O attend lettre. La date de cette insertion dans le phare de la femme correspondait avec l'alerte transmise par le 2e bureau militaire au sujet de cette tentative éventée sur les services des gares régulatrices en temps de guerre. Coïncidence? C'était encore possible. Mais cela méritait cependant d'être vu de plus près. Une autre question, non moins importante dans cette singulière affaire que se posait Vorgan, était celle-ci. Pourquoi avait-on tué ou fait tuer ce Palovitz en l'attirant ainsi dans ce piège des petites annonces? Vengeance? Voulait-on faire disparaître avec lui un secret dangereux? Assez peu probable en la circonstance, car ce Palovitz, qui était sur le qui-vive et avait jugé bon de disparaître, se serait certainement tenu quoi, sachant ce qu'il avait à redouter. Alors, marchandage? Chantage de la part de ce même Palovitz, qui tenait un secret ou autre chose qu'il entendait se faire payer? Possible, puisqu'il posait des conditions. 6 signals à la fenêtre. Cela devait certainement signifier acceptation des conditions. C'était même probable, d'après la façon dont s'étaient passées les choses. Vorgan en était là de ses réflexions quand le brigadier Pointillon qu'il avait envoyé en enquête entra dans son bureau. « Eh bien, s'enquêtait-il vivement, eh bien, vieux, as-tu du bon à me faire entendre ?»« Ça dépend. Enfin, chef, exposa Pointillon, et voici l'objet. L'établissement où était attaché ce Palovitz comme musicien, c'est l'ISBA, comme vous savez déjà. Il y accompagnait tous les soirs en raclant à sa balalaïka les danses russes d'un de ses soi-disant compatriotes. Je sais. Mais depuis une huitaine de jours avant qu'on le poignarde, le Palovitz avait complètement disparu. On ne l'avait plus revu à l'ISBA. Évidemment, puisque son adversaire le recherchait, c'est qu'il n'avait plus dû venir là, il se terrait quelque part. Preuve qu'il savait sa carcasse en danger. Cela ne fait pas un doute. Il devait avoir des raisons de se garer. Nulle indication de son domicile réel? Aucune. Il est totalement ignoré. À l'établissement, on ne lui savait comme domicile que celui de la rue Le Pic. Il n'avait pas de liaison. Pas que l'on sache. Sinon, comme relation féminine, camaraderie ou autre chose, on ne sait pas au juste, mais on inclinerait à croire à une liaison sentimentale très discrète à cause d'un ami jaloux. La danseuse, dont il accompagnait les danses. Il y aurait eu un ami jaloux qui ne se montrait pas. Elle se tenait à carreau. Ah! Et cette danseuse? Je me suis bien gardé de l'interroger pour l'instant, ou même d'enquêter trop ouvertement dans son rayon. Ah! Sourit Vorgan. Car c'est peut-être du bon pour nous dans cette affaire, à cause d'abord de son nom. De son nom. Un sourire ébouriffa la grosse moustache de Pointillon. Elle s'appelle Olga. Olga, fit Vorgan en tressaillant. Il se rappelait en effet que le nom que Ragovski n'avait pu achever commençait par un O. Olga Blumenklein, précisa Pointillon. Sacré nom à prononcer, n'est-ce pas? Oh, fit Vorgan, soudain songeur. Klein, Blumen, petite fleur. Vous dites? Sursauta le brigadier. Je traduis, vieux, ces 2 mots allemands, assemblés en un nom. Sacrebleu, s'épanouit Pointillon. Comment est-elle, cette femme? Petite, en effet, mignonne, mince, jolie, très jolie, blonde, avec, paraît-il, de remarquables yeux bleus. Petite fleur bleue, constitua Vorgan. Et sur son compte? Rien récolté sur elle pour l'instant, par mesure de prudence. Mais j'ai fait autour de la donzelle une trouvaille, qui vaut peut-être de l'or. À l'entrée de l'ISBA est établi un écaillé, qui, dans son étalage, a aussi de petits pots de caviar exactement les mêmes, même forme et même étiquette, aux vrais esturgeons de la Volga, que celui que nous avons recueilli chez Ragovski. Oh oh! La jeune danseuse en fait des emplettes fréquentes. Oh oh! Murmura Vorgan de plus en plus pensif. Enfin, chef, j'ai arrêté toute investigation dangereuse pour ne pas donner l'éveil à la particulière. Au surplus, nous allons avoir des renseignements précieux et complets dans un instant. Comment cela? Par une personne bien documentée.
La mère Pèlerin qui tient les lavabos et le téléphone à Lisba et qui est à notre service depuis qu'elle a été compromise dans un trafic de cocaïne. Elle a sa sortie de 4 à 6. Elle doit, sur mon invitation, venir ici. Elle ne saurait tarder. Chapitre 5e. Vorgan était profondément songeur. Ce que Pointillon venait de recueillir comme premier renseignement lui donnait un peu à penser et à penser d'une façon qui le déconcertait plutôt dans ce qu'il envisageait. La liaison discrète de Palovitz, en l'admettant, avec ses danseuses Olga, si cette liaison était réelle, et elle devait l'être, tendait à changer un peu la face de l'affaire. Il y avait là un ami jaloux, qui ne se montrait pas, avait-on appris. Un ami terriblement jaloux, puisque la belle Olga se tenait à carreau. Mauvais, cela. De la jalousie, dans une affaire de cette envergure, ne cadrait guère avec l'allure de ce qu'il imaginait. Une histoire de jalousie, voilà que tout commençait à se rapetisser étrangement. Oui, tout commençait à changer de couleur dans ce double crime. Quel ami jaloux qui ne se montrait pas, Ragovski, cela devenait admissible dans la nouvelle tournure que prenait l'affaire. Ne serait-ce donc qu'un banal drame passionnel qui s'était joué entre ces trois personnages et qui s'offrait d'une façon naturelle? Ragovski tuant Palovitz par jalousie, et cette Olga empoisonnant Ragovski pour venger la mort de son amant. Ce guet-apens des petites annonces ne serait donc pas ce qu'il pensait tout d'abord, une affaire d'espionnage menée de haut. Des espions, ces deux hommes, c'était certain, mais les espions, en somme, n'en sont pas moins sujets à des sentiments amoureux. Vorgan, qui arpentait pensivement le tapis de son bureau, se prit peu à peu à sourire. « Non, murmura-t-il, ce n'est pas cela. » Le visage rasséréné, il se remémorait les mots de l'agonisant. « Elle m'a fait tuer aussi. » Ceci était catégorique et limpide. « Elle m'a fait tuer. Et aussi. » Mais par qui? Était cette Olga, cette petite danseuse d'établissement de nuit qui mènerait tout cela? Quelle personne était-ce donc? Il allait peut-être pouvoir être plus amplement renseigné par cette personne que Pointillon avait à lui à Lisba. Le brigadier l'introduisait précisément en ce moment. « Madame Pèlerin » nomma-t-il, en faisant entrer dans le bureau de Vorgan un personnage qui avait avec abondance de la poudre de riz, de l'allure, de la dignité et du maintien comme il faut. Sous cet abord avantageux, Madame Pèlerin se présentait sous les espèces d'une forte matrone au teint vermillon, qui devait siffler en contrebande force cocktails et liqueurs fortes dans l'établissement de nuit qui occupait ses capacités. Son sourire était celui d'un séraphin et son œil celui d'une vieille chatte sournoise. Cet œil et ce sourire, elle semblait en ce moment les dédier aimablement à ces messieurs de la police, qui avaient eu l'inoubliable bonté de ne pas lui faire avoir des misères pour avoir vendu, comme tout le monde, un peu de coco. Elle n'était pas ingrate et savait reconnaître. Tout un chacun qui la connaissait pouvait bien sûr le dire. Elle était d'un naturel bavard, évidemment. Si on a un trou entre le nez et le menton, c'est pas toujours pour boire, bien sûr. Mais elle ne parlait guère à tort et à travers. Elle savait écouter et voir. Faut ça dans mon métier de directrice du lavabo et du téléphone. Mademoiselle Olga et le musicien Palovitz. Ah, Dieu de Dieu. Je comprends qu'il puisse vous intéresser, mais bon, messieurs, ils m'ont assez intrigué. J'ai passé, je peux le dire, le plus clair de mon temps à me demander au juste ce que c'était que ces deux-là. Amant et maîtresse? Pfff, pas officiellement, bien sûr, mais en dessous, pour être bien ensemble. Ça ne pouvait faire un pli pour moi. J'ai l'œil encore net pour ces choses-là. Seulement voilà, fallait qu'ils se fassent pas voir, ni deviner. La Russe avait aménagé quelqu'un. Qui? Ah, ça, mon bon monsieur, j'ai jamais pu savoir. Elle est si renfermée, si inexplicable dans ses faits et gestes, cette sournoise, qui sourit toujours. Mais je sais que parfois, sans se faire voir de quiconque, et en faisant, ma chère, des détours pour ne pas être suivie, elle allait rejoindre dans un petit café de la rue Le Pic un type tout ce qu'il y a de disgracieux et de pas beau, avec des yeux ronds, un nez crochu et un menton en porte-manteau. Ah? Eh bien, mon bon monsieur, c'est à y pas croire. Elle avait pour lui des prévenances. Ce matin encore, en allant faire mon marché sur le coup de 11 heures, je l'ai vu qui lui apportait là, dans ce petit café, des oranges et un pot de caviar. Ah? Faut-il en avoir du vice? Comme vous dites. Et ce Palovitz avait-il des relations? Ah, celui-là. Un autre oiseau, de même genre. Pour savoir ce qu'il pensait, et ce qu'il faisait, ce mystérieux,
capable, à mon sens, de bien des choses. Pas une seule relation. Parfois, cependant, il était demandé au téléphone et il écoutait. Puis, quand c'était fini, il disait « Zo » et il raccrochait. Et la danseuse Olga reçoit-elle quelquefois des coups de téléphone? Quelquefois, oui. C'est une voix de femme qui l'appelle, toujours la même, je la reconnais. Mais, va te faire fiche, elle parle dans leur langue, un charabia que je ne comprends pas. Et le russe ne parle guère que par monosyllabes ou presque. Et encore, en regardant autour d'elle pour voir si on ne l'écoute pas. Et elle dit aussi « Zo, zo ». Et c'est tout ce que j'ai pu saisir. Savez-vous où habitait Palovitz? Rue Le Pic, il disait, le cosaque. Vous ne lui saviez pas un autre domicile? Bien sûr que non. Faut croire qu'il devait avoir quelque part une autre poule, et qu'il se cachait de la Russe. Car celle-ci, ces jours derniers, cherchait aussi à savoir, sans en avoir l'air, où qu'il pouvait percher. Ah, et vous n'avez pas le moindre indice? Non, moi j'ai pas pu, mais vous, de la police, vous pourriez peut-être. Le jour qu'il a cessé de venir à Lisba, le chasseur de l'établissement l'a justement aperçu entrant à la poste. À mon sens, ça se pourrait que ce soit pour aller donner une adresse à faire suivre, vu que je sais qu'il devait attendre quelque chose. Et le chasseur l'a pisté précisément au guichet où on s'occupe de ça, et a vu le commis écrire quelque chose sur son registre. « Ah » fit Borgan, en échangeant un coup d'œil avec Pointillon. « Un mot encore, l'adresse de mademoiselle Olga. »« Oh, celle-là, je la sais. C'est 37 bis rue Le Pic, au 3e. » Les deux policiers échangèrent un nouveau regard. 37 bis rue Le Pic, juste en face de l'hôtel où habitait Palovitz et Ragovski. Bien placés, là, pour les surveiller, ou échanger avec eux des signaux par une fenêtre. Une sorte de discipline se manifestait nettement dans cette organisation d'espionnage. « Vivement à la poste !» dit Vorgan à Pointillon, dès que la dame Pèlerin fut partie. « Va me cueillir cette adresse. Moi, je vais au phare de la femme. Tâchez de recueillir quelques renseignements sur cet Esseléo, pour savoir à qui pouvait bien s'adresser ce bizarre message qu'elle faisait passer dans ses petites annonces. » Chapitre 6e. Madame Ophélie Adhésif est au secrétariat de la rédaction. Elle va être là dans un tout petit instant. Si vous voulez bien, monsieur, l'attendre ici, dit mademoiselle Agnès en introduisant Bourgan dans l'élégant bureau directorial. Je désirais, mademoiselle, dit le policier, vous demander, puisque c'est vous, n'est-ce pas, qui vous occupez de recevoir les textes des petites annonces. Moi-même, oui, monsieur. Eh bien, vous pourriez peut-être me fournir quelques renseignements sur la personne qui a fait insérer de la petite correspondance privée sous le nom de Esseléo. Esseléo. Oui, je vois ça. Je me souviens. Il y a eu, me semble-t-il, 2 insertions à ce nom. C'est cela. Je me souviens. Mais, sourit mademoiselle Agnès, je ne pourrais vous donner de renseignements sur la personne. J'ai cela d'autant plus présent à la mémoire que c'est la patronne elle-même qui nous a transmis ces 2 textes. Madame Désif les avait reçus par la poste dans son courrier personnel, avec dans l'enveloppe le bon postal, pris de l'insertion. « Ah ! Monsieur, mes très sympathiques civilités !» exprima à ce même moment, au seuil de la pièce, la voix éolienne de madame Ophélie Adhésif. « Excusez-moi, je m'occupais d'une épreuve d'imprimerie. Qu'y a-t-il pour votre service, cher monsieur ?»« Monsieur, exposa mademoiselle Agnès, me demandait des renseignements sur Esseléo, qui a fait paraître 2 annonces dans le petit courrier. »« Esseléo, fit madame Ophélia, le monocle braqué vers le plafonnier. « Voyons, je crois que je connais ça. »« C'est le texte, madame, rappela l'employé, que vous avez reçu dans votre courrier. »« Ah, j'y suis, oui. Il arrive quelquefois que les gens qui font paraître des insertions, au lieu de s'adresser au service qui s'occupe de ça, envoient cela à la direction même. Et comme c'est moi-même qui dépouille mon courrier, j'envoie ça quand j'en trouve au bureau des annonces. J'y suis. Esseléo. Que disait-elle, au fait, cette Esseléo ? Ceci, précisa Borgan. Esseléo cherche objet de ses espoirs secrets. Pauvre créature, fit avec condescendance Ophélie Adhésif en soupirant. Combien féminin ce cri d'une âme, un être qui cherche l'objet de ses espoirs secrets. C'est de l'ingénuité incurable, de la morbidesse ou du vice invétéré, pauvre créature. Et la seconde annonce, reprit Borgan, dit « Esseléo attend lettre ». Eh bien, à la bonne heure. Elle a trouvé de quoi remplir le vide désolant de sa vie, cette Esselé. Comme quoi les petites annonces du phare de la femme sont d'un intérêt public incontestable. Mais cela peut donc avoir un rapport avec votre
ou plutôt avec notre affaire ?» s'enquit Ophélie adhésif en braquant son monocle sur le policier. « Mon Dieu !» fit évasivement Vorgan. « On cherche, n'est-ce pas? Dans une enquête, on fouille un peu partout. »« C'est juste. Affaire palpitante, monsieur. Vous savez que vous m'avez promis des détails pour mon journal. Avez-vous trouvé l'homme au nez crochu? »« Rien de nouveau, madame. »« Tant pis. Ce nez crochu et ses yeux ronds, chatouillants comme feuilleton, chatouillants, vous savez. Petite fleur bleue, papillon rose, gros rat noir. Et il y aurait encore une esselée. Voilà que le frisson s'agrémente d'un sentiment langoureux. Ça caresse l'épiderme, ça. Un cigare, cher monsieur. »« Merci, madame, » déclina Vorgan. « C'est donc vous, n'est-ce pas, qui avez reçu dans votre courrier propre le texte de ces insertions que signait Esselé Haut. C'est moi, oui. Je l'ai remis aussitôt à mademoiselle. Avez-vous conservé ce texte? Je ne crois pas. Vous n'avez pas ça, n'est-ce pas, mon petit? Mais non, madame. Nous ne les gardons que quelques jours seulement en cas de réclamation, c'est tout. Mais d'ailleurs, je me souviens, reprit mademoiselle Agnès, il était tapé à la machine à écrire. Comme l'annonce de Gros Rat Noir? Oui, monsieur, exactement. Vous devez recevoir assez rarement, j'imagine, des textes dactylographiés. Assez rarement, en effet. Je vous remercie, mesdames. Agréez mes civilités. Que diable veut dire tout ceci? Murmura lui-même Vorgan en repartant tout songeur. Chapitre 7e. Tu es sûr, n'est-ce pas, que c'est bien ici? Fit Vorgan en observant la petite villa au clair de lune. C'est, déclara Pointillon, le renseignement précis que j'ai recueilli à la poste. Alors je crois vieux que c'est là-dedans que nous allons trouver la clé de l'énigme, et peut-être mieux encore. Mieux encore, chef. Des documents importants, n'en doute pas, si importants qu'ils ont coûté la vie de 2 hommes. Vorgan et Pointillon, accompagnés de l'inspecteur Labrosse, habiles dans l'art de faire jouer toutes les serrures, se trouvaient dans un coin isolé du fond de Neuilly et complètement désert à cette heure, en face d'une petite villa avec un jardinet et une grille qui étaient de l'autre côté de la rue et qu'ils examinaient depuis un retrait d'ombre. Le logis paraissait inhabité. Inhabité il doit l'être, pardieu, supputa Vorgan, enfui avec ses 2 compagnons dans ce recoin obscur qui les abritait de tout regard. Le sieur Palovitz ne devait avoir personne avec lui et garder secret ce refuge ignoré. Depuis sa mort, tout est resté en l'état, et ce que nous allons trouver là-dedans doit être de valeur singulière, puisque cela fait, de la part du gredin, l'objet d'un chantage important. Sans l'importance de l'affaire, il est certain qu'il n'eût pas risqué le coup avec des adversaires qu'il savait de cette trempe. Cela, ma foi, opina Pointillon, émoustillé, est assez vraisemblable. Quel document allons-nous récolter là-dedans? Labrosse, tu es prêt? J'ai ma grande trousse, brigadier, mais je crois que les serrures ne vont pas nous donner grand mal. À ce moment, Vorgan rejeta d'un geste rapide ses 2 compagnons dans le fond de l'encoignure qui les abritait. « Oh !» murmura-t-il tout bas. « Je crois que nous ne sommes pas les seuls à avoir affaire ici. » Un petit cabriolet venait de s'arrêter, à 50 pas de là, à l'angle de la rue. Une femme en était descendue et, suivant discrètement la ligne d'ombre, se dirigeait, circonspecte, vers la petite villa isolée, seule demeure du lieu. « Ah ça !» sourit Pointillon dans sa grosse moustache. « Ferions-nous meilleure chasse encore que nous ne pensions ?» La femme, coiffée d'un chapeau de feutre mou et un manteau à martingale, avait quelque chose de demi-masculin. Elle s'arrêta devant la grille de la villa. Là, elle parut attendre. « La danseuse Olga ?» supputa tout bas Pointillon. « Oh, que non. Regarde mieux, vieux. » La femme était maintenant de profil. La clarté de la lune éclairait une ligne de visage bourbonien et un triple menton. « Ophélie adhésif !» souffla le brigadier. « Et dire que je n'osais pas tout à fait m'en douter. On cherche un nom qui commence par un O. La voilà, Esselé Haut, la voilà, pardieu, celle qui a fait tuer ses 2 acolytes. L'un pour couper court à un chantage, l'autre parce que devant elle, dans le signalement qu'on m'en fournissait, j'ai maladroitement laissé entendre que je connaissais l'homme. Mais que fait-elle donc là? Bouge pas, elle attend quelqu'un, pardieu. Tiens, vois plutôt. » Un homme à l'allure un peu militaire venait de pointer à l'angle de la rue. Il vint rejoindre Ophélie adhésif. « C'est là ?» dit-il brièvement. « Là. Vous pensez que tout s'y trouve? Pour la bonne raison, baron, que ce ne peut se trouver nulle autre part. C'est Olga qui a fini par dénicher l'endroit par un reçu d'une agence de location. Nous trouvons certainement là les papiers dont ce traître nous demandait 100 000 marks. »« Vous avez les clés? Entrons, » dit le baron d'un ton sec.
après avoir jeté un regard prudent autour de lui. Ophélia et son compagnon firent en effet jouer facilement la serrure de la grille, traversèrent le jardinet, puis, avec le même rossignol perfectionné, ouvrirent la porte de la villa. Ayant, à l'aide d'une lampe de poche, trouvé le bouton de l'électricité, ils firent jaillir la lumière et explorèrent les lieux. Les 2 pièces du rez-de-chaussée ne retinrent pas leur attention. La poussière régulière sur tous les meubles indiquait qu'elles n'avaient pas été utilisées. Ils montèrent au premier étage et pénétrèrent dans la chambre à coucher qu'ils fouillèrent vainement. Un détail, cependant, frappa l'attention des 2 perquisiteurs. Devant le manteau de la cheminée, la poussière en 2 places, qui portait les traces de 2 genoux, avait été à demi effacée. C'est là-dedans. Ils soulevèrent le manteau et s'agenouillèrent. « Votre lampe, allons !» dit impatiemment le baron. « Je crois que j'aperçois quelque chose. »« Eh oui, Himmel ! Un coffret. Assujetti là, le voilà. » Ils se retirèrent, noirs de suie, avec leur butin en main, et firent jouer le ressort du couvercle. L'enveloppe. Mais est-ce bien ça? Est-ce bien le document sur les gares régulatrices? N'est-ce pas un trompe-l'œil en cas de recherche? Tenez la boîte, n'est-ce pas? Je vais ouvrir ça. Ne vous donnez pas cette peine, signifia narquoisement une voix railleuse au seuil de la pièce. Les 2 complices demeurèrent sidérés. 3 hommes étaient devant eux, derrière 3 revolvers, dont les 3 ronds noirs étaient braqués sur eux. « Et ne bougeons pas, s'il vous plaît. Vous me donneriez la joie de vous abattre. » Nous plaisantons, n'est-ce pas? Mais non. Vous allez vous en rendre compte, baron von Müller. Oh, je vous reconnais, ou plutôt je vous devine bien, malgré votre visage barbouillé. Monsieur Vorgan, balbutia Ophélia adhésif. Compliment, bien mené, n'est-ce pas? Comme roman vécu, picotant. Ah, c'est vous qui meniez bien les choses. Compliment. 2 hommes exécutés, par une complice qui à l'heure actuelle est coffrée. Et si je n'y avais mis bon ordre, les renseignements sur nos gares régulatrices en temps de mobilisation, qui filaient au service de l'aviation de bombardement d'un pays étranger. Allez, Pointillon, les bracelets d'acier à ces 2 aimables personnages, et embarquez-moi ça. Comme vous le disiez en effet aujourd'hui, les petites annonces du phare de la femme sont d'un intérêt public incontestable. Ainsi s'achève, Ophélia et compagnie, une enquête de Serge Vorgan par Gustave Gaillard.